Vous qui ne serez pas là demain. Voilà. Place à la discussion. Quand même, il y a des questions sûrement à poser à nos trois intervenants. Dominique, là-bas au fond. Je vais être stalinien sur la gestion du temps, hein, vous comprenez bien. Rassure-toi. Je voudrais signaler qu'à propos de la laïcité, il y a une énorme aberration stupéfiante dans la charte de la laïcité de l'école. Il est écrit que l'école laïque respecte toutes les opinions et toutes les croyances. Et ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, c'est-à-dire que les adolescents s'en emparent, et dès qu'on donne un enseignement qui contredit ce qu'ils croient être la croyance fondamentale de leur religion, ou ce qu'on leur a dit être une croyance dérivée nécessairement, ils se braquent. Donc là, je ne comprends pas qu'on ait mis cette erreur, alors que c'est toute une commission qui a rédigé ce truc, ça a été débattu, etc., et on met un truc pareil. Voilà. Ensuite, bon, évidemment, l'école laïque respecte les personnes indépendamment de leur opinion et leur croyance. Bon, ensuite, justement, le malentendu, les profs jeunes qui ont des positions très différentes de celles des profs âgés, puis un conflit avec les élèves, il résulte en grande partie sur le fait que beaucoup de profs, s'ils ne sont pas croyants, croient que la religion est une opinion. Alors qu'en réalité, c'est une communauté de façon d'être en soi-même et en relation à l'autre, fondée sur une croyance commune. Le résultat, c'est que quand un croyant entend attaquer sa religion, il se sent attaqué dans sa personne. Et ça, c'est inévitable. Il faut être délicat quand on attaque, et puis évidemment, le croyant a l'obligation de ne pas foutre son poing dans la gueule, et encore moins de mitrailler ou bombarder. Ça, c'est clair. Mais voilà, il faut quand même comprendre le cœur du débat, c'est que les personnes, en tant que personnes, sont en jeu. Et ça résonne avec aussi la quête identitaire des adolescents. Parce qu'ils cherchent une identité personnelle et collective, et ceux qui sont issus de l'immigration ne savent pas bien à quel peuple ils appartiennent, et la seule identité qui n'entraîne pas de contradiction, c'est l'identité religieuse. Donc, si on attaque la religion, les croyances fondamentales, ce qu'ils croient être fondamental parce qu'on leur a enseigné ça, le conflit est total, avec leur personne et pas leur opinion. Et là, donc, ça veut dire que l'enseignement des sciences doit insister sur la méthode, les sciences de la vie et de la Terre essentiellement, mais doit insister sur la méthode scientifique, montrer qu'on arrive à ce résultat parce qu'il y a des fondements très clairs. Et c'est regrettable qu'on n'ait pas d'enseignement des religions possibles qui permettent de donner une diversité historique et aussi de diversité philosophique, montrer la diversité au sein des religions. Parce que les adolescents... Oui, ça y est, c'est fini. Les adolescents ont une vision très étroite, en fait. Ils ignorent, en fait. Voilà. Ok, merci. Bon. Jean-Michel, peut-être ? Merci pour cette intervention. Effectivement, voilà, vous avez clarifié certains aspects. Pas forcément grand-chose à dire. À la rigueur, je reviendrai effectivement sur le respect. Est-ce qu'on respecte les religions, on respecte les gens qui croient aux religieux, les croyants. Et vous le dites, enfin vous l'avez présenté parfaitement bien. On n'a pas forcément respecté la religion, on doit respecter l'individu qui croit, parce que c'est sa liberté de croire ou de ne pas croire. Et c'est en ce sens où il y a beaucoup de polémiques, et je veux notamment Henri Péter-Ruiz, qui est souvent pris en exemple, et puis on le voit beaucoup dans les... Enfin, on le voit. Il est mis sur les réseaux sociaux avec, comme ça arrive souvent, un morceau de phrase sur une intervention d'1 heure, on prend 10 secondes qui arrange, et puis on monte ça en épingle. Je vous remercie pour ces clarifications, parce que, enfin voilà, je partage totalement. D'autres interventions ? Michel, là-bas. Oui, bonjour. À propos de laïcité, il y a une chose qui me surprend. J'ai 76 ans, j'ai fait l'école primaire normale, le lycée, il n'y avait pas de collège à l'époque, et puis la fac. Et ce qui me surprend, ou ce qui m'a surpris après, c'est que quand j'étais pensionnaire, la manière de s'habiller faisait partie du règlement général du lycée. Donc, alors, je ne veux pas dire, on ne disait pas que le pantalon devait être gris ou devait être noir, mais on sait qu'on n'allait pas en short. On sait qu'on ne mettait pas de basket pour aller en cours.
On a fait forcément des chaussures. On ne précisait pas si les chaussures étaient marron ou noires. Et il y avait la longueur des cheveux aussi à l'époque. C'était 1 cm, c'était court et c'était dégagé autour des oreilles. Si ce n'était pas dégagé autour des oreilles, c'est le proviseur qui prenait la liberté de nous emmener chez le coiffeur de l'établissement pour qu'on soit dégagé autour des oreilles. Alors ça allait un petit peu loin, je dirais, ces choses-là, mais je n'ai jamais entendu parler pendant ma scolarité de problèmes religieux. Tout le monde était habillé à peu près de la même manière. Alors bien sûr, il y avait des garçons qui avaient des pantalons de 20 cm de largeur pas, d'autres 21 cm. On se distinguait un petit peu comme ça, c'était la mode des pantalons tubes. Je n'ai jamais entendu un seul professeur parler de Dieu. Jamais. La religion était mise de côté parce qu'il y avait des locaux spéciaux à l'intérieur du lycée où on pouvait pratiquer, je dirais, sa religion. Il y avait les catholiques qui étaient là, les protestants qui étaient là et les juifs qui étaient là. Donc ils pouvaient se réunir dans un coin particulier. Venez-en au fait, s'il vous plaît. Mais moi je voulais dire qu'il n'y avait pas eu de problème. Et là où je suis surpris, c'est que les problèmes apparaissent maintenant depuis à peu près une vingtaine d'années. Donc, ou peut-être un petit peu plus, mais pas beaucoup plus. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et oui. La société change. D'autres remarques, questions? Non. Bah, Sylvie, oui. Moi, je voulais, à propos de la méthode des 3 I, la personne qui était dans la salle était fermée à clé, c'est ce que vous avez dit? Alors, c'est moi qui l'ai vécu. Oui, et c'était fermé à clé. Et donc, en fait, je rentre dans la salle avec Ouais. la petite fille, et derrière, en fait, le parent referme la porte à clé. Et en fait, sur le coup, je ne m'en rends pas compte, mais en fait, la jeune fille me fait comprendre qu'elle doit aller aux toilettes, donc elle me dit pipi. Et donc, moi, par réflexe, je la prends par la main, j'essaie d'ouvrir la porte, et là, je constate avec horreur que la porte est fermée à clé. En fait, c'est parce que sinon, les enfants s'échappent, en fait. Et qui filmait alors du coup? Alors en fait, il y a une petite caméra qui est toute discrète. En fait, j'ai même au début, j'ai même pas. Vous n'étiez même pas au courant qu'au début, quoi. Alors si, on me l'a dit avant, mais en fait sur le coup, je commence et puis on remarque pas la caméra. En fait, il n'y a pas de trépied comme ici où je sais que la caméra est là. C'est bien caché. Comme une petite webcam qui est posée en hauteur avec un petit diode bleu et puis vous savez que vous êtes filmé, quoi. Voilà. Ah, c'est sympa. C'est très spécial. On a l'impression, on a peur de faire des bourdes. 35 heures comme ça. La gamine, oui. Alors moi, je ne fais pas les 35 heures. Oui, oui, mais l'enfant a 35 heures. Il y a 1h30. Mais les enfants, oui. Le principe, c'est de filmer toute la journée de l'enfant. Et après, la psychologue revisualise toutes les 35 heures, théoriquement. Hein. Je ne sais pas si elle est vraiment. Mais après, son but, c'est d'identifier ce qui marche pas, etc. L'évaluer comme ça, de façon totalement subjective, pardon. Ok, merci. Oui, Camille a insisté sur la déscolarisation et sur la non-rescolarisation. C'est certainement la partie la plus scandaleuse. Et elle disait, je ne suis pas tout à fait d'accord avec elle, elle disait 350 à 400 euros par mois, ça paraît raisonnable si on considère qu'une prise en charge complète coûterait aux alentours de 5 000 euros par an. Oui, mais il existe quand même en France beaucoup d'institutions. Alors certes, les places et les listes d'attente sont longues, etc. Je connais le problème, mais quand même ces institutions existent. Et là, la prise en charge est complète. Sans oublier qu'il existe aussi dans les institutions scolaires, entre guillemets normales, un certain nombre de dispositifs qui permettent aussi d'accueillir des enfants, même atteints de handicap relativement lourd. Moi, c'est ça que j'ai trouvé le plus critiquable, si tu veux, d'obliger des parents à déscolariser leur enfant, sans retour, à la limite, pour 350 à 400 euros par mois, c'est-à-dire 5 000 euros par an, ce qui est quand même une somme tout à fait énorme. Il y a vraiment une très très grosse nuance à apporter à ça. C'est vrai que comme ça, on se dit, mais pourquoi les parents ne vont pas vers les institutions? Mais parce qu'aujourd'hui, on est dans une dynamique de désinstitutionnalisation qui est mal comprise. Qu'il y a parfois des régions qui ont très peu de places ou qui se voient supprimer des places, que c'est des places qui coûtent cher, et surtout parce qu'il y a des années d'attente en fait. Il y a des années d'attente. Pour prendre ma situation personnelle, c'est du témoignage, hein. Mais c'est quelque chose qui est très récurrent. Moi, je n'ai jamais pu avoir accès à un CESAD, par exemple, un service d'éducation spéciale de soins à domicile. Mes parents ont dû financer l'entièreté de mon suivi, parfois en se mettant en tête, en fait, pour le financer, parce qu'il n'y a pas de choix, en fait. Il y a certaines familles qui n'y connaissent rien, leur enfant vient d'être diagnostiqué, sont dans le flou,
c'est normal de s'orienter vers ce genre de choses. Ils n'ont pas le recul nécessaire, la connaissance scientifique, c'est à nous de leur apporter. Et ça se démocratise de plus en plus. Mais non, en fait, c'est pas aussi facile que ça, en fait. On ne déscolarise pas son enfant par plaisir, on ne met pas son enfant en institution par plaisir. Et on ne le garde pas à domicile toute sa vie par plaisir non plus. On va laisser cette discussion un petit peu de côté. Alors, quelqu'un qui va intervenir là, ce sera sans doute la dernière. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole après? Sinon, ce sera alors les deux dernières interventions. Gilles, tu clôtureras, s'il te plaît. Et s'il vous plaît, rapidement, je tiens vraiment à ce qu'on finisse à l'heure. 1 minute près. Mais... Pour rappel, une place en IME sur l'Hérault, c'est 6 ans d'attente minimum. Premier point. Deuxième point, on parle de l'école qui a des dispositifs. Oui, mais pas pour tous les enfants et pas dans tous les contextes. Et on ne parle pas non plus de tous les établissements qui respectent leurs engagements vis-à-vis de ça. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui se retrouvent littéralement avec leur enfant sur le canapé pendant des années entières. Donc aujourd'hui, c'est Troisy et des brouettes, mais tous les ans, il y en aura une autre. J'ai aussi une pathologie qui ne se guérit pas, parce que les familles ne peuvent pas entendre que ça ne se guérit pas. Tous les ans, sur Google, il y a une nouveauté qui naît, qui soi-disant va me faire marcher demain. Malheureusement, on n'y peut rien, et les familles vont aller vers ça parce qu'elles n'ont rien, et que le discours de la science, quand elles sont désespérées, et qu'elles en ont marre de se faire mordre et taper par leur autiste à longueur de journée, et engueulées par l'école derrière, évidemment, elles vont aller vers ça. Sauf que, il faut leur donner quelque chose d'autre, au lieu de leur dire « vous pouvez pas aller vers ça, c'est pas scientifique ». Et le souci, c'est qu'on manque d'un espace qui va écouter les gens, la galère des gens, et leur faire entendre que même sans institution ou solution à l'heure actuelle, ils sont pas seuls. Et ça, on l'a pas. Et donc, ils vont sur Google et vont aux premières choses qu'ils trouvent. Merci. Merci le témoignage. Merci. Gilles Lambon. Apollo, s'il te plaît. Merci, monsieur le secrétaire général. Moi, j'ai une question sur la ligne de démarcation. Donc, qui décide de quelle pédagogie est acceptable pour un enfant? On parle de pédagogie alternative. Bon, il y en a un certain nombre. Hein. Il y a des glissements, il y a des écoles religieuses sous contrat ou pas sous contrat. Il y a une tolérance pour un peu innover et faire des choses un peu différentes. Donc la question, c'est entre les parents qui considèrent que c'est eux qui savent pour leur enfant ce qui est bon, comme pour les vaccinations. Je considère que c'est pas bon de vacciner les enfants, donc on ne le vaccine pas. C'est le sentiment de propriété que les parents ont vis-à-vis de l'enfant, et puis la collectivité, la République, tout ça. Comment est-ce qu'on peut essayer de réfléchir à cette ligne de démarcation? Qui veut répondre à ça? Camille, tu veux répondre? Alors dans le cas par exemple d'un enfant en situation de handicap, où on se pose la question de mais qu'est-ce qu'on va faire de notre enfant, il y a bien sûr toutes les informations qui vont être données par les professionnels qui vont réaliser tout ce qui est évaluation, etc. Dans un premier temps, j'ai envie de vous dire que finalement, la plupart du temps, les parents ne savent pas. Donc soit on s'oriente directement vers les professionnels qui vont vous dire ben, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Mais dans le cas par exemple du choix de la méthode 3I, certes on constate que ce n'est pas approuvé par la HS, mais en soi les recommandations de bonne pratique professionnelle ne sont pas encore assez contraignantes pour définitivement bannir ce genre de pédagogie et plutôt en imposer d'autres. Donc je dirais plutôt que là, le choix des parents va reposer plus sur qu'est-ce qui est à mes portées, qu'est-ce qui est à ma portée, ce sur quoi j'ai les moyens. Il n'y a même parfois même pas de choix en fait véritable. Merci. Bon, on va s'en tenir là. On peut continuer de toute façon les échanges tant qu'on veut.